de toute l'actualité. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi la radio Futur Média. Il est 10h10 partout au Sénégal. Oui, Rémi Ménage qui s'installe, une émission hebdomadaire, vous le savez, de débat, d'échange autour des grandes actualités de la semaine. Dans ce studio, cette semaine, bien sûr, deux hommes politiques de deux bords totalement opposés. Il s'agit de Pape Mao Diouf. Bonjour. Bonjour Mohamed Alimouba, bonjour à Amadouba également. Vous êtes de la majorité présidentielle et de Amadouba, membre de ex-PASTEF, parti plutôt dissous. Bonjour. Oui, bonjour et merci de l'invitation. Je salue M. Pape Mao Diouf et je tiens à apporter une petite précision sur le ex-PASTEF qui n'est absolument pas approprié. Étant donné que cette dissolution est contestée devant les juridictions, n'a pas acquis d'autorité de la chose jugée. C'est une décision purement administrative prise par le président de la République, par ailleurs chef de parti de l'APR. Donc ce mot de ex-PASTEF est contesté et n'a pas lieu d'être prononcé ni par les médias, ni par autres instances. C'était cette précision que je voulais apporter. Merci. D'accord, nous vous le concédons, mais nous allons poursuivre avec les échanges politiques tout d'abord avec l'opposition. On dira une partie de cette opposition regroupée autour de FUTON, Front pour l'inclusivité et la transparence des élections. Le front a été lancé officiellement hier samedi par 35 candidats à la candidature à la prochaine présidentielle prévue en février prochain. Dr Cheikh Tidiane Dièye, le porte-parole du jour, a soutenu tout d'abord que ce front a été créé pour exiger la transparence et la régularité des élections. Amadouba, vous êtes membre donc de FUTON. Qu'est-ce qui fonde ou bien qu'est-ce qui fonderait vos doutes sur la volonté des autorités actuelles d'organiser des élections qui ne sont pas libres et qui ne sont pas transparentes en février 2024? Bon, disons que déjà il y a eu, et ça personne ne le contestera, une contestation permanente quand même du processus électoral sous l'ère Macky Sall. Macky Sall n'est pas venu en réglant définitivement les questions liées ou afférentes au processus électoral. Ça a commencé avec son refus obstiné de... Ces contestations sont-elles fondées? Bien sûr qu'elles sont fondées, j'en arrive. Déjà, quand le président de la République refuse catégoriquement, après l'avoir soutenu en 2011, que le ministre de l'Intérieur n'était pas l'autorité la mieux indiquée pour organiser l'élection. Donc, on a vu aussi l'administration territoriale lors des dernières élections prendre fait et cause pour le parti de l'APR en contestant des candidatures, en contestant des listes. Amadouba, vous doutez de la sincérité, en tout cas du scrutin qui pourrait être organisé, mais on peut vous rétorquer aussi que les élections législatives se sont passées dans de très bonnes conditions. Vous êtes arrivé au coude à coude avec la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale. On a vu aussi les élections locales aussi ont consacré d'une certaine façon une grosse percée de l'opposition. Est-ce que c'est fondé? Non mais vous semblez oublier quand même que la liste de l'opposition a été invalidée lors de cette élection. Donc vous ne pouvez pas dire que ça s'est passé dans de bonnes conditions. Il y a énormément de listes. L'administration a expliqué. L'administration a bien s'expliquer comme il le souhaite. On ne peut pas avoir des jurisprudences divergentes. Lors de l'élection locale, la liste Benno Bokk Yakaar a été maintenue alors que les griefs qui lui étaient reprochés ont valu à des listes de l'opposition au local d'être invalidées. Non, il faut être très sérieux et de façon générale. Je pense que le coup de grâce ou ce qui a vraiment mis tout le monde en colère et en ébullition, c'est cette dernière décision du président de la République de dissoudre complètement le Sénat. Parce qu'il s'agit bien d'une dissolution. Il en a les prérogatives. Il n'en a absolument pas les prérogatives. Là, vous vous trompez sur toute la ligne. Il n'en a absolument pas les prérogatives. Il y a des conditions pour le renouvellement des membres de la Sénat. Déjà, l'opportunité... C'est un débat de juristes. C'est pas un débat de juristes. Non. Il ne faut pas que vous lanciez ça aux citoyens en lui disant non, c'est un débat de spécialistes. Ne vous intéressez pas à ça du tout. Les textes sont très clairs. Le président de la République a la prérogative de nommer.
Mais après, tout le reste, c'est une compétence liée. Il ne peut pas faire en tant que président ce qu'il veut. On lui a dit le timing. Vous ne pouvez pas renouveler entièrement le Sénat, c'est interdit. C'est un renouvellement au tiers. Ça n'a pas été respecté. Vous ne pouvez pas nommer... Il y a certains juristes qui l'ont porté sur la place publique. Ah, il faut arrêter, je vous dis, ce n'est pas un débat de juristes, ce n'est pas une matière qui échappe à l'intelligence humaine primaire, ce n'est pas possible. Il ne faut pas dire ça aux citoyens, lui dire, vous ne comprenez rien, passez votre chemin. Non, c'est très clair, un renouvellement au tiers. Et il y a une bonne raison pour ça. Parce qu'on ne souhaite pas laisser un vide. On ne nomme pas des gens qui, à quelques mois de l'élection, n'ont aucune compétence électorale. Et ils sont chargés de superviser l'élection. Parmi les nouveaux membres, il n'y en a que 2 qui ont quelques compétences en matière pour superviser l'élection. Tout le reste, ce sont des novices. Par ailleurs, le texte, la loi lui interdit formellement de nommer des personnes impliquées politiquement, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas neutres. Et on constate quoi? Que parmi les 2 nouveaux membres, 2 étaient candidats de l'APR. Comment vous pensez obtenir un processus sincère avec 2 membres qui étaient candidats de l'APR? Ce renouvellement intervient à quel moment? Après une décision de la Sénat intimant à la DGE, dans le cadre de ses pouvoirs, de remettre à Ousmane Sonko des fiches de parrainage. Et immédiatement, le président se réveille pour dire, bon, finalement, les membres de la Sénat, vous étiez tous dans l'illégalité parce qu'on aurait dû vous changer depuis. Et je fais le grand ménage avec un coup de balai, à quelques mois de l'élection, en violant totalement les règles, en prenant un magistrat qui est membre du Conseil constitutionnel, et on le déporte comme ça du jour au lendemain à la Sénat. C'est tout cela qui montre que le président de la République n'est pas dans une disposition d'organiser des élections libres et sincères. Et c'est la raison pour laquelle le Front, le FIT, a été pour l'inclusivité, pour que tous les membres qui doivent participer, et pas seulement Ousmane Sonko, parce qu'on va vers le système de parrainage qui est d'une opacité exceptionnelle. Exceptionnelle. Vous avez vu le candidat Bougane Gueye Dany, qui a constaté qu'il y avait un problème avec sa clé USB, et on a rafistolé une autre clé USB en lui disant « N'en faites pas du bruit, c'est pas la peine ». Il faut être sérieux. On n'a pas traversé tout ce qu'on a traversé au Sénégal pour arriver à un moment où l'élection doit être contestée. On devait dépasser ce stade. Mais apparemment, le président de la République a décidé de ne pas organiser des élections inclusives, de ne pas organiser des élections sincères. Et ce front qui regroupe quand même toute l'opposition, radicale en tout cas, qui n'est pas... Bien sûr, oui. C'est le front regroupe les candidats qui n'ont aucune vocation à négocier ou pour garantir une élection sincère, transparente et inclusive. Nous y reviendrons tout à l'heure. Pape Mao Youf, rassurez vos camarades de l'autre côté. Non, mais l'effort ne sera pas difficile, puisque, effectivement, comme il l'a dit, nous sommes sous le registre de l'intelligence humaine primaire. Parce que mon contradicteur du jour est un conceptuel. Donc, je pense que les élections ne peuvent pas poser problème au Sénégal en général. S'il y avait une possibilité d'empêcher à notre contradicteur politique, pas notre ennemi, pas notre adversaire, Ousmane Sonko d'être maire de Ziguinchor, ben on l'aurait utilisé pour l'empêcher d'être maire. S'il y avait une possibilité dans le système électoral sénégalais, de faire en sorte que la capitale du Sénégal, que la majorité cherche à conquérir politiquement depuis 10 ans, s'il y avait une possibilité de faire en sorte que Barthélémy Diaz ne soit pas le maire, on l'aurait utilisé pour l'empêcher d'être maire. Alors, si malgré notre volonté politique, notre combat politique, notre engagement, nous n'avons pas réussi, c'est bien parce que le système électoral sénégalais est fiable. Et ça, c'est incontestable. Les Sénégalais qui nous écoutent le savent. Il parle de la liste. Alors donc pourquoi créer cette suspicion apparemment inutile, si je vous suis, suspicion inutile avec le remplacement de tous les membres de la Sénat dans un contexte pareil? J'en viendrai, c'est ça la question principale. Mais l'argumentaire que je veux développer passe par le fait de remarquer que même la liste invalidée dont il parle, les mémoires sont encore fraîches. On a vu Ousmane Sonko accuser ses propres partisans et Barthélémy Diaz accuser ses propres partisans d'avoir fait
la manœuvre qui a fait que la liste a été invalidée. C'est leur propre incurie et ils l'avaient accepté à l'époque. Et donc, il ne faut pas se renier. La vérité, c'est que nous avons un style d'opposition qui est un style avec une rhétorique violente. Ça se voit encore là, sur la coalition, le regroupement. Là. C'est toujours pareil. Ils sont toujours dans l'adversité. Mais c'est normal. De mon point de vue, ce n'est pas nécessaire. Dans la démocratie sénégalaise, son niveau qu'il a atteint, on peut se passer d'une certaine rhétorique. Parce que les Sénégalais, tiens, parlons-en encore, indépendance de la justice. La justice n'est pas libre, la justice n'est pas libre, la justice n'est pas libre. Les juges ne sont pas libres. C'est bien un juge sénégalais qui leur a donné raison. En l'occurrence, Sabassi Ziguinchor. Il faut respecter le niveau de conscience des Sénégalais. Parce que quelles que soient les institutions, quelle que soit la volonté politique, ce sont des Sénégalais qui ont été formés, qui savent faire leur métier et qui sont bien de ce pays, qui ne viennent pas de l'étranger et qui ne sont pas moins patriotes que nous tous, qui sont à des positions de décision et qui décident. Moi, je pense qu'il faut continuer de faire confiance à un système électoral qui a fait ses preuves jusqu'à récemment, vous l'avez évoqué avec les élections locales et législatives, mais qui a été suffisamment éprouvé en 25 ans. Le système électoral sénégalais ne peut pas être un projet politique. À défaut d'un projet politique sérieux, structurant, qui réponde réellement aux vrais enjeux du moment, la mondialisation, la crise économique. À défaut de ça, on est obligé effectivement de s'accrocher ce que l'opinion publique à des thèmes beaucoup plus simples pour être abordés, voire simplistes. Très bien. Ce que l'opinion publique vous reproche, c'est d'attendre maintenant pour dégommer tous ces membres de la Sénat. On est presque à quelques encablures de la présidentielle. Oui. Ça peut créer des suspicions alors que presque tous ces membres-là étaient à la retraite. Pourquoi vous ne l'avez pas fait un peu plus tôt? Oui, la question peut être posée, mais en quoi est-ce que c'est suspicieux? Il faudrait le prouver. Mais il y a eu une décision de la Sénat avant ça. Oui, mais si c'est illégal, on le constate. Qui a demandé, qui a fait une injonction à la DGE de remettre ses fiches de parrainage à Ousmane Sonko. Oui, on a suivi ce débat-là. Le processus... La concomitance... ça ne me pose pas de problème. C'est coïncidence. Ça ne me pose pas de problème. Elle n'est pas troublante. Ça ne me pose pas de problème. En tout cas, ça ne me paraît pas suffisant pour remettre en question le système électoral sénégalais. C'est trop léger. Ça ne me paraît pas, globalement, cette décision. Le Sénat, c'est un organe quand même extrêmement important. Bien sûr. En amont et en aval. Mais bien sûr. Dans le cadre... Il ne l'est pas moins, il ne l'est pas moins aujourd'hui. Je pense que il faut qu'on soit sérieux. Si on est un parti politique, et il faut aussi se mettre dans le contexte, nous sommes sortis de 2 années où effectivement l'ambiance et la situation politique nationale est dans une tension particulière, liée à certaines méthodes, liée à une crise de confiance entre les acteurs politiques. Donc il faut qu'on pose les choses à leur place. Le système électoral sénégalais n'est pas le système d'un parti politique, n'est pas le système du président de la République. C'est un système composé de tous les acteurs, y compris les journalistes. Et donc je pense que si on continue de mettre la pression sur la crédibilité du système électoral, malgré le fait qu'ils aient gagné les mairies, qu'ils aient eu une percée à l'Assemblée nationale, c'est vraiment chercher un raccourci à défaut d'avoir un projet sérieux. Et par ailleurs, ça a un caractère dangereux parce que ça remet en question le consensus que nous avons autour de notre modèle électoral. Une démocratie, ce n'est pas simplement du tiraillement. On doit avoir de grands consensus. Et je pense que le modèle électoral sénégalais, je vous le répète, ces 2 dernières années, notre principal opposant dans le sud du Sénégal, à Ziguinchor, et ici à Dakar, s'il y avait une seule parcelle de possibilité de pouvoir gagner à leur place ces régions-là et ces communes, on l'aurait fait. C'est évident. Et je pense que mon ami Amadou et d'autres comme acteurs politiques qui sont tout à fait des gens qui aiment leur pays, devraient faire l'effort de mettre le débat et le curseur du débat sur les vrais sujets. Les vrais sujets qui sont d'ordre économique, diplomatique, sécuritaire autour de nous et qui demandent à ce qu'il y ait des contre-propositions en face de ce que les politiques publiques sont en train de proposer. Est-ce que aujourd'hui, vous êtes me paraît pas très sérieux. Alors, pour éviter des contestations presque nous y sommes déjà après post-électoral, est-ce que vous êtes aujourd'hui prêt à
retirer les deux membres, en tout cas de la Sénat, dont on dit qu'ils sont des membres de l'APR. On peut déjà confirmer d'abord, qu'ils sont membres de l'APR. D'abord, je pense qu'il faut se souvenir que les élections de 2019 ont été contestées, malgré leur transparence. Ils ont été battus par le président de la République actuelle à 58%. Ils ont refusé de reconnaître les résultats pendant longtemps, jusqu'à la Covid-19. Ils ont contesté les organes de contrôle et les observateurs avaient été très clairs sur la crédibilité du processus électoral, mais l'opposition avait refusé. C'est une culture politique qui est dépassée. La culture politique de vouloir toujours s'agripper à un processus électoral qui serait douteux. Moi, depuis que, dans les urnes, avant même que les magistrats donnent les résultats, c'est vous, les journalistes, Mohamed Ali Mouba, qui donnez les tendances irréversibles. Pour moi, il n'y a plus de doute. C'est devenu plus difficile. Hein? On a vu en 2019. Oui, avec j'en viens. Et vous avez été d'ailleurs menacé pour vous empêcher de donner les résultats et les tendances que vous avez constatées. Voilà. Donc, je pense qu'il faut que les gens arrêtent de s'attaquer à un système qui est collectif. Le président Macky Sall seul ne peut pas décider du processus électoral sénégalais. L'opposition seule ne peut pas en décider. C'est un processus collectif. Et je pense qu'il faut arrêter de s'attaquer à un legs qui nous est commun. Il faut plutôt le défendre. À défaut maintenant d'avoir un projet et des propositions structurantes, je peux tout à fait comprendre qu'on s'agrippe à l'argumentaire le plus facile de dire qu'on a volé les élections, mais ça ne tient pas la route. Alors donc, la lutte pour la transparence de la présidentielle, nous y sommes. Fuite qui a été lancée officiellement hier à Madouba. Oui. On n'a pas vu vos ex-amis ou bien vos anciens compagnons de route, Taxawu Sénégal, le Parti démocratique sénégalais, mais même si on a entendu Dr Dieye dire qu'ils n'étaient pas du tout exclus. D'abord, ils étaient les bienvenus. Une petite remarque, c'est dire que la stabilité et la transparence, c'est pas juste de la culture politique et de la contestation. Vous savez, le Sénégal, depuis 2012, a connu à chaque élection des morts d'hommes. Donc vous ne pouvez pas comme ça créer une stabilité, un processus électoral transparent parce qu'il y a toujours eu de la contestation. Et vous êtes certain que si le président Macky Sall avait voulu forcer sa troisième candidature, aujourd'hui le pays serait peut-être dans une autre ambiance. Mais là, c'est derrière nous. Il a pris sa décision de ne pas c'est que le passé qui nous rattrape. Il a fait le dialogue politique récemment. Il aurait pu, à cette occasion où la question de la Sénat avait été posée, des membres de la Sénat, pourquoi il avait l'occasion, à travers le dialogue politique, de régler cette question de la Sénat. Et des membres qui sont contestés depuis longtemps. Vous n'y étiez pas, si je me souviens. Non, mais on n'y était pas, mais lui, la question avait été posée. S'il a refusé quand même que le ministre de l'Intérieur n'organise pas l'élection, alors que lui-même, je vous dis, en 2011, et Pape Mahawa Diouf ne va pas me contredire, était pour que le ministre de l'Intérieur n'organise pas l'élection, il l'a dit et déclaré. Parce qu'il ne peut pas être neutre. Au ministre de l'Intérieur du régime qui organisait des élections, que vous gagnez quand même. On ne gagne. Non, vous confondez. Aujourd'hui, si l'élection s'était passée de façon transparente, aujourd'hui, l'APR serait minoritaire à l'Assemblée nationale. Parce que vous semblez oublier deux choses. C'est la DGE qui a invalidé en premier la liste de Barthélémy Diaz et c'est le Conseil constitutionnel qui l'a restaurée. Mais on vous a entendu dire en même temps aussi, peut-être que vous êtes trompé aussi. Hein? Non mais attendez, je vous dis une chose. Est-ce que depuis dans l'histoire du Sénégal, vous êtes un journaliste politique, vous avez de la mémoire. Quand est-ce que vous avez vu un seul sous-préfet s'attaquer à une liste de l'APR? Et depuis quand les préfets prennent fait et cause pour essayer d'invalider des listes de l'opposition? C'est du jamais vu dans l'histoire. Donc vous ne pouvez pas dire d'un côté qu'il y a de la transparence et de l'équité de l'administration territoriale, alors que si vous leur dites une seule jurisprudence, une seule fois, où une liste de l'APR a été contestée devant une juridiction par une autorité administrative, il y en a pas. Vous aviez commis des erreurs dans la manière de confectionner les listes électorales, c'est ce que les juridictions ont dit. À chaque fois que les juridictions nous ont donné raison, ils sont allés se pourvoir devant la Cour suprême. Ah mais c'est normal. C'est prévu. Une autorité administrative qui est chargée d'être équidistante et qui n'attaque que les listes de l'opposition, à chaque fois, toujours, vous pouvez toujours dire que oui, c'est normal, il n'y a pas de souci.
avec cette histoire de la Sénat, c'est très grave. Il faut qu'on s'y arrête 2 minutes. On ne peut pas accepter la Sénat qui pose l'obligation de neutralité dans son article 7. Ce n'est pas nous. C'est vous qui avez fait la loi. Hein. La loi dit des personnalités neutres qui ne peuvent pas appartenir à un parti politique, à un mouvement de soutien ou à une coalition. Ils ne peuvent pas. Vous avez 2 membres qui étaient Amadou Ndiaye, le doyen de la fac de sciences, qui était candidat à Mbos, dans le département de Guinguinéo. Et vous avez l'autre qui était votre candidat tête de liste à Guédiawaye. Et vous pensez que ces gens-là vont se retrouver dans la Sénat, mais pourquoi le président de la République s'est permis une telle illégalité? C'est la question qu'on doit se poser. Pourquoi un président de la République, à 3 mois d'une élection présidentielle, s'autorise cette illégalité flagrante et démentielle, qui choque même lui-même par Maoudou. Vous voyez bien quand il en parle, il essaie de botter en touche. Il dit oui, bon, voilà. Pourquoi? À la suite de quoi? Une seule décision défavorable à l'administration et au régime, et vous dégagez tout le monde. On vous dit non, vous ne pouvez pas intégralement les modifier, les changer. Il faut au tiers. Vous dites non, on n'en tient pas compte. On ne doit pas nommer des gens politiquement marqués. Vous dites on efface, ce n'est pas notre problème. Et vous, le pire, c'est ça, c'est l'équilibre des institutions. Prendre un juge constitutionnel en activité, dont les conditions de démission sont encadrées, si bien encadrées qu'il faut l'autorisation du Conseil dans une décision d'avis conforme pour entériner la décision. Vous allez prendre celui-là pour qu'il dirige après avoir connu des élections. L'illégalité est flagrante. Quel est le but de ça? Pourquoi vous ne pouviez pas nommer des gens neutres? Pourquoi? Et on se pose ces pourquoi-là. Donc, ce que nous constatons, pour ne pas tomber versé dans la petite politique de est-ce que Ouattaraou et autres, on les a invités. Pourquoi petite politique? Non, mais ils parce sont que membres de l'opposition, non? C'est pas ça, non, mais je veux dire, les enjeux de l'heure dépassent, de toute façon, les listes sont, le front n'est pas fermé. Ils ont reçu l'invitation, comme tout le monde, dans le même processus. Ceux qui ont voulu répondre ont répondu. Pour le moment, on attend de voir, parce que ce n'est pas fermé. C'est pas fermé. Comment vous interprétez cette absence? Mais il n'y a pas à interpréter. Les partis sont souverains. Les partis sont souverains. Le front n'est pas fermé. Il y a tout le monde dans le front. Le front ne vise autre chose que la surveillance du processus électoral. Ça n'a pas d'autre vocation. Ce n'est pas une coalition politique. Hein. C'est un front pour surveiller, garantir la transparence du processus électoral. Parce qu'on le sait, ce régime a posé des actes qui sont dangereux pour la stabilité. Je vous le dis, vous semblez minimiser ce qui est en train de se passer. Mais si vous regardez dans toute la sous-région, tous les coups d'État, si vous remontez un peu plus loin, parfois c'est vraiment une corrélation directe. C'est le résultat de processus électoraux défectueux, défaillants, qui ne sont pas sincères, qui ont donné lieu après à une instabilité politique chronique jusqu'à aboutir à des coups d'État qu'on n'avait plus connus et qu'on pensait aujourd'hui appartenir à l'histoire. C'est très grave ce qui est en train de se passer. Si la volonté de l'État d'exclure Ousmane Sonko, par exemple, du processus, en dépit de tout, jusqu'à annoncer que même s'il y a une décision favorable de la CEDEAO, il ne lira pas, cette décision ne lira pas l'État. Vous voulez nous dire qu'on pourrait ne pas échapper à un coup d'État, c'est ce que vous voulez dire? C'est tous les observateurs. Allez lire les observateurs étrangers, leurs papiers sur le Sénégal. Aujourd'hui, le Sénégal, vous savez, il ne parle ni de la croissance, ni de son terre, ou de quoi que ce soit. Chaque fois, c'est l'immigration, je pense qu'on y reviendra. Ah non, mais nous ne sommes pas le seul pays à connaître ce phénomène. Mais vous vous rendez compte? Il y a au Mali un coup d'État, en Guinée, au Burkina, etc. On vous dit que le pays qui a du pétrole, qui doit l'exploiter et avoir les retombées du gaz et du pétrole, c'est ce pays qui connaît un exode. C'est plus de l'immigration, c'est de l'exode. Pourquoi les Guinéens, on ne trouve pas beaucoup de Guinéens? Pourtant, ils sont dans un... Mais ils font partie de ceux qui, quand même... Non, mais ils sont minimes. Ouais, ils sont dedans. Non. Actuellement, vous ne pouvez pas dire qu'il y a, parmi ceux qui prennent la route, les routes de l'immigration, la majorité sont des Sénégalais. Ça, je pense que toutes les statistiques l'ont montré. Et puis le pays... Parce que les jeunes sont plus fatigués, entre guillemets, que les jeunes Sénégalais sont plus fatigués que les jeunes Guinéens. C'est ça qu'on essaie de comprendre, ce phénomène. Pourquoi, alors que les autres sont dans une situation d'instabilité politique, sous des régimes militaires, sans beaucoup de perspectives, malgré tout, c'est ce pays où on dit qu'il y a du pétrole, la croissance est à 2 chiffres, etc.
C'est là que les gens ont dit, nous n'avons plus confiance en ce pays, nous avons perdu tout espoir. Mais, encore une fois, pour ne pas politiser ce sujet, je vous dis une chose, écoutez, il y a 275 morts, il n'y a même pas 3 jours. Ce pays n'a pas déclaré un jour de deuil national. 275 morts. Et quand on a 275 morts, c'est qu'on ne connaît même pas les autres. Hein? Est-ce que vous avez entendu une seule journée, une minute de silence observée par les autorités? Une minute de silence. Est-ce que vous avez vu dans un pays normal, dans tous les pays normaux, l'État aurait dû, surtout ressortissant d'une même localité, l'État aurait dû y envoyer des psychologues, des équipes de soutien psychologique, essayer d'encadrer et de soutenir. On va toucher tout à l'heure à l'immigration. Oui. Mais moi, tout ce que je suis en train de vous dire, c'est que les questions essentielles, c'est ce processus électoral. Actuellement, cette élection est une élection la plus importante de notre histoire parce que c'est la première fois que le président sortant n'en fait pas partie. Donc, il y a la possibilité, la possibilité, cette fois-ci, de ne pas voter contre, de ne pas éliminer, mais de choisir sur la base de programme. Mais encore faudrait-il qu'on laisse à tout le monde la possibilité de présenter un programme. Et apparemment, ils ont tellement peur de Ousmane Sonko qu'ils sont en train de mobiliser l'État, ses institutions, ses ressources, une dizaine d'avocats, des frais d'avion, juste pour contester les droits civiques d'un citoyen. C'est du jamais vu. Vous faites allusion à la CEDEAO. C'est pire que tout. La Cour de justice de la CEDEAO qui doit rendre sa décision le 17 novembre prochain, si je ne m'abuse. Alors, Pape Mao Diouf, vous avez entendu votre ami. Oui, le grand discours très long. Le discours un peu il a touché à l'immigration irrégulière. Mais j'aimerais, avant d'arriver à ce thème-là, vous entendre un peu sur cette instabilité chronique dans la sous-région qui a donné lieu à des coups d'État. Est-ce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas dans une sorte de cercle de feu? Oui, mais ça ne doit pas nous pousser à plus de prudence. Oui, mais juste avant la question sécuritaire et les questions sur l'immigration, quand même, sur le processus électoral, quelques petits mots. D'abord, il faut se souvenir que la décision de la Sénat, de la DGE, lors des élections législatives, avait un caractère définitif. Et c'est sur cette base-là qu'on est allé aux élections et personne n'avait à trouver quoi que ce soit à y redire. Le commissaire Tiendala Fall, le DG, le directeur général des élections, au centre des tirs de l'opposition. Référence nationale neutre qui représente le Sénégal dans d'autres contextes. Ce n'est pas ce que l'opposition dit. En termes d'expérience d'organisation des élections, les mêmes administrateurs qui ont organisé les élections sous Wade jusqu'à son départ sont les mêmes qui ont organisé les élections aux législatives et aux locales, et c'est les mêmes administrateurs qui vont organiser les élections. Pour moi, c'est une attaque, c'est un crime odieux que de s'attaquer au système démocratique sénégalais parce qu'il n'appartient à personne. Ça appartient à tout le monde. Je vous le dis tout à l'heure, sans les journalistes qui donnent les résultats à 20h, notre système démocratique ne tient pas. Ils l'ont tellement bien compris que lors des dernières élections, le seul motif qu'ils aient trouvé, c'était de menacer la presse et de l'interdire de donner des résultats. Il faut arrêter de s'attaquer au système électoral sénégalais. C'est un legs collectif et c'est un crime contre notre démocratie que d'aller dans cette voie-là. Je voudrais aussi préciser que ça fait 5 ans ou plus que l'opposition n'arrête pas de dire que M. Ndir est à la retraite, qu'il faut l'enlever. Oui. Président de la Ils ont demandé, depuis plus de 5 ans, l'opposition n'arrête pas de rabâcher qu'il faut changer l'équipe de la Sénat. Sauf que vous n'avez pas... Maintenant, vous avez attendu maintenant pour le faire. Non, j'ai eu la sérénité de t'écouter pendant 15 minutes. 5 minutes. 15 minutes. Alors, mais pour terminer sur ce sujet, je pense que nous sommes dans un état de droit définitivement. Si ce que vous dites est prouvé, que vous avez les preuves du manque de neutralité de tel ou de tel profil de la Sénat, je reste convaincu que ça ne se poursuivra pas, ça va changer. C'est évident. Ah bon? Mais parce que la démocratie, c'est pas la volonté d'un homme, c'est un système. Vous savez, dans les démocraties accomplies, quand vous arrivez aux États-Unis ou en France, le policier qui est en face de vous qui prend ses décisions, il est souverain. Le juge qui vous a donné raison à Ziguinchor, il est souverain.
D'autres juges qui ont pris d'autres décisions sont tout aussi souverains. Mais donc il y a des contestations aussi aux États-Unis. Mais- On a vu mais- Donald Trump s'en prendre à la mais bien sûr. Vous avez Mais bien sûr, mais l'inspection sans générale. prendre. Vous avez envoyé Amadou l'inspection Ba, générale. je vous connais serein et je pense qu'on Non, peut avoir un débat. Le juge Sabassy, Laissez-moi j'y poursuivre, je reviendrai. vous ai écouté et Vous avez- la sérénité de m'écouter aller jusqu'au bout. Ça marche. Alors, donc, je pense qu'il faut faire confiance aux Sénégalais, aux institutions sénégalaises, aux administrateurs sénégalais. Parce qu'à partir du moment où vous considérez que vous ne pouvez pas leur faire confiance, mais d'autres peuvent avoir d'autres points de vue, et c'est ça qui nous met dans une situation, effectivement, de crise de représentation. Je pense que globalement, effectivement, nous sommes dans une situation sous-régionale particulière. Nous sommes dans une crise économique mondiale, une crise d'inflation exceptionnelle. Les conditions de vie aujourd'hui, du point de vue du niveau de vie, sont très difficiles. Il faut reconnaître qu'il y a une difficulté dans le pays. C'est vrai. Ne pas le reconnaître, c'est exactement faire le nihilisme d'une partie de l'opposition, de dire qu'il n'y a pas de problème, on n'a pas besoin de projet, simplement le système électoral est mal fait. Non, il faut gouverner avec la réalité. Ce que nous vivons, nous ne le vivons pas les uns en dehors des autres. Au Sénégal, nous appartenons tous aux mêmes familles. Personne ne vit en vase clos. Ce que nous vivons, non, personne ne vit en vase clos. Non, c'est pas possible. Vous savez, il y a des positions que Vous gouvernez en vase clos. il y a des positions, si vous essayez de les tenir, les Sénégalais vous regardent et savent que ça ne tient pas. Vous gouvernez en vase clos. Fille Sénégal, ñun ñëpp ay mbokk lañ. Oui, oui. Et donc, les conditions de vie que nous vivons, moi, ce que je gagne, le 5 du mois, c'est terminé, parce que je le partage avec ma famille. Et c'est exactement ce que tout le monde vit. Donc, les difficultés qu'il y a dans le pays, mais personne ne les nie. Mais comment on l'explique? Nous avons un devoir d'explication. Vous avez un devoir d'explication alternatif. Si vous ne faites pas ce travail, c'est de la paresse. La vérité, Alors, donc, la vérité. On va évoluer un peu. Mais on est sur le sujet. On y est. J'en viens, je suis sur l'immigration. On va aller très vite. Avant de l'immigration, juste peut-être une dernière question sur la politique. Amadou Ba, parole à Amadou Ba. Amadou Ba. Je voudrais terminer parce qu'il a quand même bien avancé sur ces sujets-là. Le temps Et tourne vite. j'aimerais quand même Le temps apporter tourne très vite. la situation nationale avec une crise économique mondiale, une inflation qui est partout dans le monde pareil. Ici au Sénégal, nous avons le même souci. L'État a pris des mesures de mitigation, en tout cas de contrôle de l'inflation dans certains domaines. Et si vous regardez dans les pays de la sous-région, que ce soit sur le gaz butane ou sur le riz ou certains prix des denrées de première nécessité, le Sénégal est largement devant en matière de contrôle de l'inflation. Il n'empêche que c'est difficile. Au cours de l'électricité est reparti à la hausse. Oui, il y a eu ça, c'est depuis janvier. Il y a eu le pic, effectivement, de la période de chaleur qui a été ressenti, Non, je ne comprends pas ce qu'il dit, mais je veux juste terminer. Ça a été ressenti dans les foyers et effectivement, c'est vrai, c'est le contexte. Mais le Sénégal, c'est quoi? On ne bâtit pas un pays en une dizaine d'années. C'est bien parce que les autorités et le président de la République a compris cette dynamique de progrès qui doit permettre d'asseoir un modèle économique, un pays avec des infrastructures solides, un pays qui attire les investissements directs étrangers, la formation des jeunes. Et de ce point de vue, on a fait de très, très grands pas en 10 ans. Et personne ne conteste le résultat du président. Maintenant, il nous reste aussi à poursuivre ce processus. Un pays, on le bâtit sur le long terme. Je pense qu'il est possible de rester dans le pays, de réussir, de résister jusqu'à ce qu'on atteigne effectivement. Une dernière question, en tout cas en politique. Ousmane Sonko, jusque-là, on ne sait pas trop s'il va participer à la présidentielle. Vous dites vous n'avez pas de plan B. En même temps, on voit Guy Marius Sagna qui fait campagne. Et il y a eu aussi que certains d'entre vous ont retiré les fiches de parrainage. Votre plan B, c'est qui? Votre plan B, Guy Marius Sagna est en train de faire campagne. Vous nous apprenez une première nouvelle. Franchement, il va falloir peut-être donner des arguments sur Guy Marius Sagna fait campagne tout en martelant un seul discours. Nous avons un seul candidat, c'est Ousmane Sonko, c'est assez
Ah ben, vous avez retiré quand même 5 les fiches, au moins 5 de vos membres ont retiré les fiches de parrainage. Je vais y revenir rapidement. Je tiens juste à dire à M. Pape Mahawa Diouf que le juge Sabassi. On ne va pas revenir sur ça. Je finis par là. Quand même, c'est important. On va évoluer un peu. Vous avez révoqué le juge en pleine audience. Une première dans l'histoire du Sénégal. Vous avez révoqué. L'État du Sénégal qui révoque un juge en pleine audience, c'est la première fois dans l'histoire. Après sa décision, vous lui avez envoyé l'inspection générale des services. Si ce n'est pas... Ça signifie quoi? Quel est le message que vous voulez passer aux autres juges? Tout de suite après, dans la foulée, vous enlevez l'essentiel des membres de la Sénat. Si vous trouvez que tout ça, c'est de petites coïncidences, les juges qui ont condamné Ousmane Sonko, par contre, allez voir leur carrière. Ils se sont tous retrouvés dans des juridictions supérieures. Et vous envoyez au juge Sabassi l'inspection générale et vous le révoquez en pleine audience, sans respecter même les formes de la révocation. Donc, je peux vous dire que si vous êtes là à nous vanter le modèle électoral sénégalais, c'est que vous savez que vous êtes vraiment en fin de règne. Oui. Par rapport à Pastef, je reviens sur ça pour vous dire que, à ce jour, et c'est ça qui est contradictoire chez les médias, les journalistes, les observateurs. Mais nous regardons ce que vous faites. Non, vous ne regardez pas. Parce que si vous regardez, vous regardez, mais vous ne voyez pas. Et pourquoi certains d'entre vous ont retiré quand même des fiches de parrainage? À ce jour, vous avez vu qu'il y a au moins 5 membres de Pastef qui ont retiré des fiches de parrainage. Oui, pourquoi? Il n'y en a pas un seul à ce jour qui est allé collecter des parrainages. À ce jour. Ah bien, vous avez la possibilité de faire le parrainage les élus. Non, mais je ne parle pas, je vous dis que les personnes dont vous prêtez quelque ambition de candidat, je vous dis à ce jour, on est à quelques semaines, 2 semaines peut-être, 3 semaines maximum de la fin de la collecte. Et aucun de ces candidats, soi-disant plan B, à qui vous prêtez des intentions douteuses, ne sont allés collecter des parrainages. Ce n'est pas ça la seule voie. Non, mais les autres, s'ils n'ont pas aller chercher le parrainage citoyen, c'est pas pour aller collecter le parrainage des élus. Ce que je vous dis par là, il y a une cohérence. On a entendu le maire de Guédiawaye dire que certains d'entre vous l'ont approché pour... c'est pas certain. Non, vous pouvez pas dire certains d'entre vous. Encore une fois, les 5 personnes qui ont retiré des parrainages l'ont été à la suite d'une décision du parti. Ce n'est pas des gens qui sont levés en disant « Tiens, on va aller retirer ». Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est quoi? Expliquez-nous. Ce qui se passe, c'est quoi? On savait, nous, de façon certaine, que l'État du Sénégal, le gouvernement du Sénégal, en l'occurrence Macky Sall, allait déployer toute son énergie pour empêcher la candidature de Ousmane Sonko. On en était conscient. Nous savons aussi, d'expérience, qu'il a réussi ce coup en 2019 en faisant table rase, en éliminant des candidats, en empêchant leur candidature et même en permettant pas d'alternative parce que c'était tellement gros qu'on disait qu'il n'allait pas franchir le pas. Nous, ce qu'on essaie de lui dire, Pastef, c'est un projet. Ousmane Sonko a montré une chose. Les gens semblent étonnés, mais en 2022, il n'a pas participé à l'élection. Il a été empêché par une volonté du président de la République. Malgré tout, il a réussi, avec sa liste de suppléants, à rendre quasiment minoritaire le parti au pouvoir, une première dans l'histoire. Vous voulez nous dire que, clairement, que même s'il ne participe pas, que Pastef sera aux élections? Pastef sera aux élections quoi qu'il advienne avec Ousmane Sonko. Même s'il n'est pas retenu? Pastef sera aux élections quoi qu'il advienne avec Ousmane Sonko. Ça, c'est le seul message qui peut être porté et qui est visible sur le terrain. Je tiens à vous dire quand même que actuellement, Ousmane Sonko est le mot d'ordre que Pastef a lancé. En demandant aux citoyens de ne pas parrainer, vous l'avez constaté, vous êtes observateur. Sur le terrain politique, tous les candidats, certains jettent l'éponge parce que le parrainage est retenu.
Les autres vous disent qu'ils n'y arrivent pas. Vous pensez à qui? Vous regardez dans le pays, vous voyez pas d'effervescence. À ce moment, personne ne parraine personne. Les gens disent, ils tiennent leur carte, ils attendent Ousmane Sonko. Alors, et donc, vous le savez, vous voyez. Mao, une dernière question Ça, c'est avant pas de une passer. spéculation. Je demande à l'observateur que Alors, vous il êtes. faut redéfinir. Est-ce que à 3 semaines, 4 semaines après le début de la collecte, où est-ce que vous avez vu des foules en train de parrainer des candidats? Mais hier, Même Amadou Ba, devant les difficultés, on l'a vu dans les titres, et je pense même que c'est l'Obs qui l'a dit, va retourner chez les députés parce qu'il n'est pas certain d'avoir le parrainage populaire. Oui. Parce que quoi, on lui vend des fiches avec des. Il sait qu'il y a un risque de doublon parce que les mêmes responsables de l'APR lui donnent les mêmes fiches avec les mêmes noms. Lui, n'étant même pas certain d'avoir de parrainage populaire, va se retrouver. C'est pour ça que vous avez sécurisé le parrainage des députés, en obligeant les députés à signer pour Amadou Ba. Parce que vous savez très bien que vous ne maîtrisez plus rien, que vos candidats dissidents. Et c'est ça vos plans B à vous. Mais si ça, c'est pas de la spéculation, il faudrait redéfinir le terme. Qu'est-ce que c'est que là? Parce que tout ce que vous dites là, c'est fondé Pourquoi sur le rien du président tout. est obligé? Comment vous pouvez dire qu'il n'y a pas président- d'effervescence dans les parrainages? Mais ce que vous dites, c'est totalement Vous abstrait, pensez M. que Ba. vous avez- ne pouvez est-ce pas que- vous permettre une telle Est-ce que abstraction. vous avez déjà vu dans la Mais rue- vous avez vu hier Qu'est-ce qui s'est les passé? parrains de Kaffrine, vous les avez vus? Non, mais vous êtes encore Vous avez vu... dans cette mascarade. Vous vous souvenez des... Non, vous dites qu'on ne voit pas. Moi, je vous désigne Non, ça, concrètement des choses qu'on voit. Attendez, ça c'était... Rien qu'un seul allié avec notre ami Suleiman Ndiaye de SDD de Goudom, c'est 111 000 parrains. Rien que lui, au niveau national. Vous croyez à cette mascarade? Vous êtes dans de l'abstraction, monsieur. Vous êtes ne dans pouvez une pas dire qu'il n'y a Mao, pas de une question donc. l'effervescence. Est-ce qu'aujourd'hui, C'est ça la spéculation, vous monsieur Ba. pouvez dire aux Sénégalais que vous ne toucherez pas au parrainage députés. par les élus? Non, notre stratégie, c'est notre stratégie. Ah. Nous n'avons pas à la révéler, nous n'avons pas à la révéler Vous voyez publiquement. très bien que vous n'osez pas le citoyen. Nous n'avons pas à la révéler publiquement. Par contre, il faut arrêter cette stratégie pyromane. En vérité, tout ce qui parle d'élection inclusive parle de l'élection et de la participation d'Ousmane Sonko. Il faut qu'il soit, un peu plus courageux et qu'il l'aborde sous ces termes-là. Maintenant, dans un État, c'est un État de droit ou c'est un État d'anarchie. Nous sommes dans un État de droit. Ceux qui disaient qu'ils ne croient pas aux institutions, ne croyaient pas aux juges, ne croient pas aux institutions de l'État, aux juges du président Macky Sall, disait-il, à ses commissaires, à ses policiers, à ses administrateurs. Désormais, c'est les spécialistes de l'État de droit et des recours. Ils font des recours auprès des différents juges et auprès des différentes juridictions. C'est déjà un très grand pas. Mais Mohamed, moi, je veux faire un appel. Vous savez, ce pays-là, on ne va pas se le partager par morceaux. À la fin de la journée, Amadou, il n'y a pas d'autre solution que de discuter en contradiction intelligente et de laisser les Sénégalais Au moins choisir. sur l'immigration irrégulière. Mais ça, c'est important parce que ce qu'il dit, revient. c'est grave. Dire, quoi qu'il en soit, il sera candidat si le droit le permet. Si la loi le lui permet. Très bien. Si la loi ne lui permet pas, hélas, il ne pourra pas. Alors donc au mot sur l'immigration irrégulière, on voit que le phénomène décime nos jeunes, c'est devenu une problématique. Vous, à PASTEF, ex-PASTEF, qu'est-ce que vous avez prévu concrètement, au-delà de tout ce que vous dites, concrètement, si vous étiez arrivé au pouvoir, qu'est-ce que vous auriez mis sur la table? Je redis encore que le minimum de déontologie vous empêche de dire ex-PASTEF. C'est une qui a été dissous, hein. C'est une partie qui est dissous. Le recours est pendant devant la Cour suprême. Et le principe qui veut que on n'est pas condamné ou coupable tant qu'on n'est pas jugé. Ce seul principe de précaution minimale, parce que là, c'est vraiment reprendre la rhétorique absurde du gouvernement qu'il vous impose à certains médias. Et vous remarquez, il n'y a que certains médias et certains journalistes qui on va le disent. évoluer un peu. Non, pour sur évoluer, la question, vous oui. devez sortir ce mot-là. Franchement, ça ne doit plus Sur être cette dans question, votre très vocabulaire. rapidement, oui, sur cette question. Tant que vous le direz, moi, je suis obligé de vous dire encore une fois, vous n'avez absolument pas à tenir ce discours. Amadou Ba, vous êtes en train de perdre beaucoup de temps pour... Je ne perds pas de temps. Non, allez-y. c'est capital. Un journaliste, un média doit être neutre et ne doit pas reprendre la rhétorique du gouvernement. Être honnête. C'est pas normal. Être honnête. Non, je parle même pas d'honnêteté, mais je parle de neutralité. L'honnêteté, c'est une vertu morale, c'est un principe moral. Moi, je parle de neutralité qui est juridique, professionnelle. Il vous parle de et déontologie. Il sait exactement ce qu'il dit. Voilà. Par conséquent, je dis l'immigration, voilà. Vous avez remarqué comme nous. Il faut qu'on sorte de la politique quand on parle de ce sujet douloureux. Je vous dis... C'est un bon début.
275 morts qui font suite à des centaines de morts. À ce jour, moi je suis étonné. Je le dis avec consternation et colère quand même. Au moins 1 minute de silence. Vous n'avez pas décrété cela. Une journée de deuil national, de prière. Parce que 275 morts. Le président de la République a demandé au FDS, aux forces de défense et de sécurité, de se donner les moyens d'arrêter ce phénomène. C'est un phénomène, je ne parle même pas de ça, je parle de la symbolique. Quand on vous annonce 275 morts, si c'est le président américain, il rentre de voyage. Qu'est-ce que vous proposez concrètement? Je dis, non, mais laissez-moi d'abord montrer ce qui se passe. Non, ça on l'a vu. Vous ne pouvez pas dire que 275 morts, pas de journée de deuil national, pas de minute de silence, pas de drapeau en berne, et que ce gouvernement continue à être dans la négation. C'est dangereux ce qu'ils ont dit. Abdoul Karim Fofana, avant-hier, sur les ondes de TV5 le porte-parole du gouvernement. Il dit l'immigration clandestine, ce n'est pas un phénomène économique, c'est un phénomène folklorique. Ça veut dire quoi? Ce sont les réseaux sociaux qui montrent un certain Eldorado en Europe. En tout cas, il n'est pas seulement économique. Il n'est pas seulement économique. Il n'est pas seulement économique. Ah oui, d'accord. Parce que vous avez vu, vous, des Norvégiens quitter leur pays pour venir. On sait que quand même, on a vu des jeunes qui avaient leur emploi, qui l'ont abandonné, qui sont partis. Quand vous dites de emploi, vous pouvez leur sortir des bulletins de salaire. Il me semble même entendre Abdoul Karim Fofana dire que ce sont des cadres supérieurs qui quittent le pays. Il y a aussi de grands commerçants qui ont quitté le pays, qui ont... Non mais parce que écoutez, on va pas faire ce décompte d'apothicaires qui ne mène à rien. Je vous dis une chose, il faut constater, à tout le moins, on tombe d'accord sur ça, que tous les programmes de jeunesse, d'emploi et là commence la politique du gouvernement, il faut au moins admettre et là commence la politique qu'il y a eu un échec. Mais Amadouba, on vous dit que l'explication n'est pas seulement économique. L'explication est essentiellement... La fin est politicienne. L'explication, on nous a dit des explications alambiquées sorties de nulle part. Oui, vous savez, dans certaines localités, si on ne va pas en Europe, on ne peut pas se marier. C'est l'État du Sénégal qui parle. Ah bon? C'est des ministres, oui. Quel ministre vous a dit ça? Je vais vous sortir l'élément. Vous le sortez. Un ministre qui dit... Non, mais moi, je finis. On va lui donner... Laissez-moi finir. Parce qu'on est à la fin de l'émission. Laissez-moi finir sur ça. Je dis juste... Amadouba, 15 secondes. Dans la 15 secondes. Moi, j'étais en détention récemment. Et l'essentiel des détenus, c'était des gens qui revenaient de l'immigration. Nous allons... Moi, je vous demande solennellement, de créer une cellule d'aide psychologique d'abord. Parce que ce que ces gens ont vécu dans les océans, je vais vous le dire, ils ont tourné dans les mers, ils ont bu de l'eau de mer. Je pense que... Ils sont revenus, leur place n'est pas en détention. Très bien, alors. Vous devez d'abord, sur le sujet, avant tout, je pense que faire Amadou, par souci d'équilibre, ne serait-ce que par souci d'équilibre intellectuel entre nous, devant des mots, il faut laisser pas être dans la légèreté. Il faut laisser... Très bien, pour terminer. Il faut quand même qu'on dise... Le phénomène de l'immigration, lorsque sur le Nicaragua et les États-Unis, nous avons environ 300 jeunes par jour qui prennent l'avion, par jour, depuis 2 ans. Pour faire ce voyage, il faut un minimum de 5 millions. Entre 5 et 7 millions. Entre 5 et 7 millions. Pour faire ce trajet jusqu'à New York. 5-7 millions, si par une activité, une démarche, vous êtes capable de le capitaliser au Sénégal. Non, capitaliser, ça veut dire... C'est une aide laissez-moi... On a fini. Ce sujet n'est pas politicien. On peut s'écouter là-dessus. C'est-à-dire que si on peut capitaliser 5 à 7 millions pour faire ce voyage, on peut être d'accord que ce n'est pas que économique. Donner de l'espoir aux jeunes. Alors, je pense que maintenant, les voyages de cette nature et ces déplacements, ces migrations sont historiquement connus. Les Italiens ont beaucoup voyagé à un moment donné, les Polonais. Je pense aussi qu'il y a d'autres facteurs internes. Ce sujet est tellement délicat qu'on ne peut pas en discuter effectivement de cette façon avec peu de temps de parole. Mais ce qui est certain, c'est que ça nécessite une réflexion collective et en apesanteur. Si on veut le limiter simplement à vouloir dire que c'est l'échec des politiques publiques de jeunesse, c'est une démarche politicienne. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de Remue Ménage. Merci à nos 2 invités. Je remercie Pape Mao Diouf de la majorité présidentielle et Amadouba, membre de ex-PASTEF, parti vous dissous. Il n'est pas d'accord, mais on garde quand même le concept en attendant. C'est la fin de Remue Ménage. Au micro, Mohamed Ali Mouba, la technique Abdou Kiam. Retour de l'émission la semaine prochaine.
mbokk jàngeen jëf xibaar ci gàttal ñu ko tàmbaleeg syndicat bu boole